on a le plaisir d'avoir Jean-Louis Puget, dont vous connaissez certainement, parce qu'il a passé un certain temps ici au laboratoire de radioastronomie. Et puis, il y a une dizaine d'années, il était à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Et jusqu'à l'année dernière, il était directeur de l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Et en fait, il donc, dirige disons, le consortium, enfin le projet Planck, et qui est dédié à l'étude du fond cosmologique. Et donc il va nous parler donc, des résultats obtenus des MAP, de la Station spatiale américaine. Merci. Donc merci pour l'invitation. C'est un plaisir de se retrouver ici et de venir parler de ce qu'on fait. Et pour l'instant, je vais vous parler plus d'ailleurs de ce que font nos collègues américains avec le satellite WMAP. Dans ces observations du fond cosmologique micro-ondes, il y a eu le satellite Kobe qui a fait évidemment une percée et qui a donné qui a posé une partie des bases réellement observationnelles du modèle de Big Bang. La sonde suivante, c'est WMAP, qui a été lancée par la NASA il y a 5 ans et pour lequel les données 3 ans, enfin, presque 5 ans, pour lequel les données 3 ans viennent de sortir et qui ont des résultats très intéressants dont je vais vous parler. Et puis, on est en train de préparer le satellite Planck, donc je vous dirai quelques mots à la fin quand même pour vous dire où on en est. On est dans une période assez intéressante du développement du projet, puisque l'instrument qu'on va lancer est en cours de test en ce moment. Alors, je vais commencer par une introduction générale, simplement pour vous rappeler pourquoi le fond micro-ondes est finalement un outil aussi extraordinaire pour tester la cosmologie, et y compris l'univers primordial, parce qu'a priori, ça peut paraître un peu surprenant. Donc, la possibilité de faire un modèle d'univers cohérent et qu'on peut tester par les méthodes de la physique n'a pas été possible tant qu'il n'y a pas eu la relativité générale. Ça, c'est ce qui a été fait. Et donc, ce que fait la relativité générale, c'est effectivement qu'elle fixe les relations entre la dynamique de l'univers et son contenu, défini dans les équations d'Einstein par le tenseur énergie-impulsion. Il se trouve que en relativité générale, puisque c'est une théorie géométrique de la gravitation, ça va aussi fixer, il se trouve, la géométrie, et donc savoir si l'univers est euclidien ou non, s'il a une courbure positive ou négative, s'il est fini ou infini. Et donc, ça a évidemment été des questions qui ont été repérées dès le départ et qui ont passionné les gens, qui ont cherché à savoir si on pouvait répondre à ces questions. Il s'est écoulé beaucoup de temps entre le moment où elles ont été posées. Alors donc, les équations d'Einstein, ça relie le tenseur de courbure au tenseur énergie-impulsion. Et puis, il est bien connu maintenant qu'Einstein avait introduit une constante cosmologique qui ne change rien aux propriétés de symétrie de cette équation, qui est une constante multipliée par le tenseur GIJ, qu'il a introduite pour une seule raison, c'était pour pouvoir obtenir un modèle stationnaire, dans la mesure où à l'époque, juste après la relativité générale, 1917, il n'était pas évident, on ne savait pas que l'univers était en expansion, et donc le modèle le plus simple, c'était un modèle isotrope homogène et stationnaire. Alors on peut éventuellement repasser ce terme-là là-dedans et l'introduire dans le terme énergie-impulsion, ce qui revient à mettre un terme de densité d'énergie ρ lambda associé à la constante cosmologique qui est définie par ça, et puis une pression qui est moins ρ lambda, et ça c'est des caractéristiques qui sont effectivement similaires, enfin ça fait la même chose, et donc ça peut être soit effectivement l'énergie du vide, soit un champ scalaire qui se trouve jouer ce rôle-là. Ce terme a été abandonné dès que l'expansion de l'univers a été découverte, et il se trouve que beaucoup de physiciens et de cosmologistes étaient prêts à prendre des paris que ce terme était identiquement nul. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut dire, une surprise importante au niveau des observations, c'est qu'on a découvert que le comportement dynamique de l'univers impose de mettre un terme de ce type. Juste une autre remarque rapide, donc quand on essaye de décrire le paramètre d'expansion et son accélération à partir de l'équation d'Einstein, on trouve que le terme source dans cette équation, outre éventuellement le terme de constante cosmologique, est un terme qui a la densité d'énergie ici, plus 3 fois la pression, et donc selon que le contenu en matière va être de la matière, disons, froide, pour lequel la pression va être négligeable par rapport à ça, ou au contraire une matière relativiste pour lequel ce terme-là va être égal à celui-là, ou un terme de type énergie du vide pour lequel le terme P peut être négatif,
et va pouvoir éventuellement l'emporter sur celui-ci, on voit qu'on va avoir des comportements dynamiques très différents. Et donc, en particulier, si on met un terme suffisamment grand de constante cosmologique, on va pouvoir avoir une accélération de l'univers au lieu d'avoir une décélération sous l'effet de la gravité. C'est une espèce de terme type antigravité qui, évidemment, va affecter considérablement le comportement. Donc ça, c'est quelque chose qui est je rappelle ça parce que c'est éventuellement, c'est une question qui est devenue absolument centrale dans la cosmologie. Alors, ce que la cosmologie observationnelle a cherché, c'est ce qu'on appelle les paramètres cosmologiques, et c'est en particulier, alors la cinématique, chercher à déterminer la constante de Hubble, ce qui a été difficile, ça c'était un problème simplement observationnel difficile, mais maintenant, elle est connue à quelques pourcents près. Et puis le contenu de l'univers, en particulier, décomposé entre ces différentes composantes qui ont des propriétés différentes entre la densité de l'énergie et le terme de pression, puisque ça va affecter la dynamique. Et donc, pour l'instant, on peut, d'un point de vue phénoménologique, essayer de dire qu'est-ce que la dynamique telle qu'on l'observe et qu'est-ce que l'univers tel qu'on l'observe nous dit sur le contenu dans ces différents termes, même si on ne sait pas quelle est leur nature. Donc c'est beaucoup de ça dont je vais vous parler. Ce sujet, il a été effectivement, comme je l'ai dit, très profondément changé par d'abord le satellite COBE, qui a commencé par découvrir, ou mesurer plus exactement, qui a été découvert en 1965 par Penzias et Wilson, mais mesurer le spectre du fond cosmologique, donc une partie du contenu en radiation de l'univers. Ce qu'on sait aujourd'hui maintenant très proprement, c'est que si on regarde le contenu électromagnétique de l'univers, quand on arrive à enlever proprement toutes les composantes locales, galactiques ou interstellaires et aussi interplanétaires, on trouve effectivement que le fond micro-ondes qui a été mesuré par COBE fait 94% du contenu en énergie de l'univers. Donc c'est vraiment une très large fraction de ça. Et, comme vous le savez tous, il a été démontré par ce satellite que c'est une fonction de Planck qui a une précision extraordinaire, puisque c'est une précision de l'ordre de 10-5, donc qu'il est très difficile d'imaginer que ce fond est produit par des sources astrophysiques. Personne n'a été capable d'imaginer des sources astrophysiques capables de simuler ce fond. Alors après, ce qui a été envisagé, ce qui a été développé très rapidement après, ça a été le fait que ce fond doit contenir les traces du développement des structures dans l'univers, et que c'est donc un outil très important pour comprendre le développement de l'univers de ces structures. Ce dont je vais vous parler, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi au fur et à mesure, c'est pourquoi ce fond, qui quand on fait un modèle de l'évolution thermique de l'univers depuis une phase très dense et très chaude jusqu'à la phase actuelle, on voit progressivement changer la nature des particules. Quand l'énergie est assez grande, évidemment, on a un fluide relativiste qui contient un très grand nombre de protons et d'antiprotons, d'électrons et de positrons, etc., de paires de particules et d'antiparticules, qui, quand la température descend en dessous de la masse, la plupart de ces paires de particules et d'antiparticules s'annihilent, et il nous reste essentiellement la radiation, plus la toute petite asymétrie de 10-10 entre liée aux violations de CP et liée à un mécanisme dont on ne comprend pas encore exactement le détail, même si on comprend un peu les principes. Et donc, le rayonnement domine ensuite pendant une très large phase de la vie de l'univers. Donc on a un fluide relativiste qui est essentiellement dominé par les photons de ce corps noir, qui se refroidit, et quand la température arrive aux environs de 3000 degrés, le peu de matière qui reste se recombine, et donc les électrons qui servent à thermaliser ce fluide et à lier la matière et la radiation, se recombinent, et donc l'univers devient transparent. Et donc la radiation qu'on voit, c'est celle qui est libérée à ce moment-là. Donc là, ça fait une température, une énergie par particule de l'ordre d'un électron-volt. Or, je vais vous dire qu'à partir de ce rayonnement, on espère être capable de sonder les phases de l'univers qui sont, par exemple, les phases qui pourraient avoir été une phase d'inflation dans l'univers. Donc on pense qu'elles peuvent avoir eu lieu à l'énergie de grande unification, 10 puissance 15 ou 10 puissance 16 GeV, c'est-à-dire 10 puissance 25 ordre de grandeur, au-dessus de la température où cette radiation soit découplée. Donc, chose qui est un peu surprenante, c'est pourquoi, effectivement, pour quelque chose qui s'est découplé si tard, on est quand même capable de sonder l'univers primordial. Juste rappeler qu'il y avait, pour revenir sur l'inflation, que le modèle de Big Bang traditionnel a un certain nombre de difficultés qui sont connues depuis très longtemps. Quand on regarde, et c'était renforcé par les observations de COBE, quand on regarde ce fond de radiation dans différentes directions, il a exactement la même température à des fluctuations dont on va beaucoup parler, qui sont de l'ordre de 10-5 près,
Et donc, si cette température moyenne est la même dans des directions qui sont plus écartées que quelques degrés, vu l'âge de l'univers, ces parties n'ont pas été en relation causale dans un Big Bang classique. Et donc, il faut faire une hypothèse que les physiciens n'aiment pas beaucoup, que cette homogénéité a été mise comme une espèce de condition a priori, mais qui n'est pas expliquée directement par la physique. Donc, c'est pas très grave. L'univers, même si on ne sait pas exactement quelle est sa géométrie, n'est pas très loin d'être euclidien. Maintenant, on le sait beaucoup mieux, mais c'était clair depuis longtemps qu'il ne pouvait pas très très loin d'être euclidien. Or, dans un modèle de Big Bang classique, on tend à s'éloigner progressivement du modèle euclidien si on n'est pas très très près, et donc ça c'était un autre problème. Enfin, toutes les fluctuations et toutes les structures qu'on voit dans l'univers ont dû se développer entre le moment où on voit cet univers quasi homogène, donc quand la température est de 3000 degrés, on voit aujourd'hui des distributions avec des galaxies, des amas de galaxies, etc. Et donc, premier point, il est intéressant de voir si on trouve les origines de ces structures au moment du découplage, mais aussi, il est très intéressant de se demander d'où viennent ces fluctuations. Et une idée, c'est que ça pourrait être des fluctuations quantiques, mais si on prend un modèle de Big Bang classique, c'est très difficile, l'ordre de grandeur n'est pas le bon. Alors, GOO, c'est un certain nombre d'autres, c'est pas 85, c'est 81, excusez-moi. Un certain nombre d'autres, comme Linde aussi en Russie, au Japon, etc., ont proposé à peu près dans la même période, 81-82, que ce qui pouvait résoudre complètement toutes ces questions, c'était de supposer qu'il y avait une phase d'expansion exponentielle très tôt dans l'univers, qui permet, dans les phases du début, de mettre en équilibre la partie thermique, enfin d'avoir les mêmes propriétés sur des échelles beaucoup plus grandes que celles qu'on a dans un Big Bang classique, et puis d'avoir des fluctuations quantiques qui finalement sont amenées à une dimension suffisante pour pouvoir être à la source des fluctuations qu'on voit aujourd'hui. Alors, ça c'est un Big Bang classique, 14 milliards d'années, il y a une expansion qui est ralentie par la gravité avec un contenu de l'univers classique de matière et de radiation, donc dominé par une densité d'énergie. Donc l'introduction d'une phase d'inflation, c'est quelque chose qui est effectivement une phase exponentielle, et puis après, à un certain moment, l'énergie se dissipe, on chauffe la matière, on produit des particules, et on se raccorde avec le Big Bang traditionnel. Puis il y a un deuxième changement qui est apparu récemment, c'est qu'effectivement, au lieu d'avoir un univers qui continue de décélérer ici, on a découvert qu'en fait, quand on observe la dynamique avec essentiellement des objets lointains, des supernovae, on voit que l'univers est en train de réaccélérer, ce qui était quand même une surprise de taille. Et donc, on a deux phases qui ont l'air d'être des phases d'expansion exponentielle. Une qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qui a démarré il y a assez peu de temps. Elle a démarré à un redshift qui est un peu moins de 1. Et puis une phase qui peut avoir été à l'origine. Et donc, c'est une des choses sur lesquelles on cherche effectivement à faire la physique mieux. Et à faire comprendre la physique, à ne pas seulement avoir les ordres de grandeur des différents modèles phénoménologiques. Alors, bon, c'est ce que j'ai dit ici, c'est que le modèle le plus simple pour expliquer les structures, c'est celui dont je vous ai parlé. Et donc, on va essayer de savoir si on trouve les traces de ces fluctuations quantiques. Donc, ça prédit effectivement, dans ce modèle le plus simple, que on doit trouver des fluctuations adiabatiques gaussiennes qui viennent de l'univers primordial. Et donc, l'intérêt, c'est que ce spectre, ce champ est défini uniquement de fluctuation est défini uniquement par son spectre de puissance. Et donc, le grand problème, ça a été de faire des prédictions sur ce spectre de puissance et de voir si elles étaient vérifiées. Alors, le point crucial, c'est celui-ci, c'est que depuis les phases très tôt, inflation, où ces fluctuations ont pu être générées, jusqu'à la phase actuelle, le développement de ces perturbations sous l'effet de la gravité, c'est un fluide relativiste, alors qui change effectivement au cours du temps, comme je vous l'ai dit, mais dans le modèle standard de la physique des particules et dans la physique classique telle qu'on sait la développer dans le cadre de la relativité générale, on sait calculer très précisément le développement de ces perturbations et les interactions entre les différentes particules, et en particulier entre les photons et le reste, et on peut calculer très précisément la fonction de transfert depuis l'univers primordial jusqu'au moment du découplage, et ensuite, donc on peut observer directement.
Et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on a un outil, en fait ces fluctuations ont transporté l'information depuis l'univers primordial jusqu'à 3000 degrés, à condition que ces calculs aient un sens, et donc il y a une double démarche, c'est de chercher ces fluctuations qui vont à la fois nous dire si ce calcul a un sens ou pas, et ensuite nous renseigner sur l'univers primordial si la réponse est positive. On a juste un petit cartoon, un petit dessin pour vous expliquer rapidement ce que sont les oscillations acoustiques qui ont été prédites très rapidement quand les gens ont commencé à se poser des questions quelle était cette physique. Donc, si on a des perturbations de différentes tailles, qui comprennent des masses de plus en plus grandes, avec le temps qui se développe comme ça, on voit que des très grandes structures dans ce gaz de radiation, ces fluctuations vont être amplifiées par la gravité, donc elles vont s'effondrer sur elles-mêmes, la pression va augmenter, et donc, par exemple, à un certain moment, la pression va avoir augmenté suffisamment pour qu'il y ait un maximum de densité et que finalement, la gravité soit compensée par l'augmentation de pression, et donc cette bulle de gaz relativiste va se remettre en expansion. Par exemple, c'est ce qui... Alors, évidemment, selon la taille de la bulle, ça va aller plus ou moins vite. Donc, si on prend quelque chose de plus petit, le maximum de densité va être là, et puis il va y avoir expansion. Et puis si on prend quelque chose d'encore plus petit, on va être passé par un maximum, une phase d'expansion, on va être revenu à cette phase-là. Et vous pouvez imaginer que quand vous balayez les fréquences spatiales ou les masses, vous allez avoir des structures qui sont dans des états différents. Et alors, le point important, c'est que si toutes les structures ont démarré au même moment, effectivement, toutes les structures de même taille sont en phase, et donc on retrouve dans le spectre de puissance la signature de ce développement d'un gaz relativiste sous l'effet de la gravité. Donc on fait une prédiction très précise de ça, et on se dit, si on trouve effectivement ces structures avec ces signatures très particulières, c'est une démonstration que ce type de physique est juste, et ensuite on peut utiliser à ce moment-là ce spectre pour aller chercher des informations plus raffinées sur le spectre qui était à l'origine. Alors on trouve effectivement que la température va avoir des pics le spectre de puissance de l'intensité ou de la température du ciel va avoir des pics là où il y a soit maximum d'ailleurs, soit minimum de densité. Donc c'est ces courbes-là qui tombent à zéro quand on est juste à la phase où on est juste au moment où le développement maximum est de taille intermédiaire. Et puis évidemment, il va y avoir des termes Doppler qui vont être associés aux vitesses d'effondrement, et donc en quadrature avec ça, on va avoir un terme de vitesse qui se rajoute. Donc en fait, ça ne tombe pas à zéro, parce qu'ici, il y a des termes de vitesse. Alors je vous fais remarquer qu'effectivement, vous avez le premier pic qui est ici, qui est précédé par une contribution Doppler ici, et une autre ici entre les deux, et que quand on va parler de polarisation, on va voir les effets différents sur l'intensité et sur la polarisation de l'effet de la densité et de l'effet de la température, et c'est une des signatures très, très particulières qui n'avait pas été vue jusqu'à récemment et qui a maintenant été vue. Alors juste une illustration bien connue, c'est que la position du premier pic, alors la position du premier pic finalement, c'est le premier mode qui a eu le temps de se contracter exactement dans l'âge de l'univers jusqu'au découplage. Donc on connaît la température très précisément par la physique atomique, on connaît le temps, l'âge de la vitesse d'expansion à ce moment-là, par la relativité générale, qui ne dépend que de la température aussi. Et donc on peut calculer très précisément la taille de ces structures. Et donc on a finalement une règle, une mesure, un mètre, un redshift qui est très grand, 3000, pour essayer de mesurer la géométrie de l'univers. Et on arrive à faire ce que les astronomes n'avaient jamais réussi à faire en observant des objets proches, évidemment, parce qu'on a un bras de levier considérable. Et donc la position en fréquence spatiale, donc en taille angulaire, dépend de la géométrie de l'univers en particulier, puisque c'est la taille angulaire d'un objet dont on connaît la dimension. Et si on est dans un cas euclidien, le maximum est là. Si on a un univers fermé, on sera par ici. Et si on a un univers ouvert, et donc, grande découverte il y a une dizaine d'années, ça a été qu'effectivement, on était quasiment au cas euclidien. Alors, je ne vais pas vous détailler ça, c'est simplement une illustration du fait que quand on change de paramètres cosmologiques, la quantité de matière, la quantité totale, la constante de Hubble, etc., on va obtenir un certain nombre de différences sur ces pics acoustiques, et que c'est ça l'outil pour essayer de trier quelles sont les différentes composantes de l'univers. J'aurais dû dire au début, c'était écrit sur mon premier transparent, mais je vais le dire maintenant puisque je ne l'ai pas dit, que j'ai emprunté à Olivier Doré un certain nombre de figures. Olivier Doré est quelqu'un qui a fait sa thèse à l'Institut d'astrophysique avec François Boucher, qui est parti à Princeton
en postdoc et qui a fait partie de l'équipe WMAP. Donc les résultats que je vais présenter sont de l'équipe WMAP dont il faisait partie, et il a présenté un certain nombre de séminaires récemment, et donc je lui ai emprunté un certain nombre de ces slides. J'ai emprunté aussi un certain nombre de slides à Nicolas Pontieux, qui est un des jeunes chercheurs qui avait travaillé sur la mini-par Cheops et qui a particulièrement travaillé sur les résultats de polarisation, et donc je leur ai fait beaucoup d'emprunts tous les deux. Donc je dois leur rendre à César ce qui est à César. Juste pour illustrer ce qui se passait en 1999, l'état de ce problème, alors évidemment tout le monde cherchait ce premier pic acoustique pour savoir d'abord si ces pics acoustiques étaient là, est-ce que cette physique, elle est vraiment, c'est vraiment ce qu'on croit ou pas, et puis évidemment en plus est-ce qu'on peut fixer la géométrie de l'univers, ce qui était quand même... alors ça c'est la liste des manips qui avaient été faites jusqu'à ce que... alors il y avait en particulier Kobe, qui a non seulement à mesurer le spectre du corps noir, mais à mesurer, alors c'est les points rouges qui sont ici classés là, dans cette échelle de multipôles, c'est classé, c'est entre 0 et 15, donc c'est les points rouges qui sont dans cette espèce de barre ici, illisible. Donc on savait on avait découvert les fluctuations à peu près au bon niveau, on ne savait pas du tout évidemment si on avait les pics acoustiques, puisqu'on était très loin. Et là il y a eu un tas d'expériences, sol, ballon, etc., que les gens essayaient de faire. Alors, vous pouvez voir la situation. Quand on met tout ensemble, on se dit, ah bah oui, finalement, quand on mettait tout ensemble, on peut deviner qu'il y avait probablement un premier pic acoustique. Vous pouvez voir que les barres d'erreur sont complètement incompatibles entre elles, parce que les gens ont regardé les barres d'erreur statistiques et qu'ils étaient dominés par les effets systématiques. Et que, bon, faire la physique fine dont je parlais avec ça, c'était probablement un peu difficile. Alors, il y a eu une première série de manips, dont j'avais parlé ici d'ailleurs, qui ont été les deux manips ballons boomerang de Caltech et Maximet Berkeley, qui, effectivement, ont démontré très proprement l'existence du premier pic et ont montré que l'univers était quasiment euclidien. Cette mesure, en fait, n'était pas directement la calibration relative entre ça et puis les mesures de Kobe à très bas, à grande échelle, n'était pas faite. C'est en fait la manip-par Cheops qui a été faite par une équipe internationale, mais conduite par des équipes françaises, en particulier Alain Benoît, qui a permis de faire la connexion. Ce qui est intéressant ici à noter, simplement, c'est que l'expérience Archeops, c'était une préfiguration du plan focal de Planck, et qu'a priori, ce qu'on avait prédit, c'est que sur un temps d'un vol court, on devrait faire à peu près la même chose que WMAP. Je vais vous montrer, effectivement, c'est une démonstration du fait qu'on pouvait gagner les facteurs en sensibilité, outre l'intérêt scientifique. On peut faire. Est arrivé après, donc, le satellite WMAP de la NASA, qui est le satellite de deuxième génération après Kobe, dont les premières données 1 an sont sorties en 2003, les données 3 ans sont sorties en 2006. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'entre les données 1 an qu'ils avaient déjà depuis quelques mois et les données 3 ans qu'ils avaient depuis un certain temps, ils ont mis un certain temps à les sortir. Je reviendrai dessus, c'est un exercice qui a été extrêmement difficile. Et Planck sera donc le satellite de troisième génération, donc je dirai un mot. Juste pour illustration, donc un plan focal de type Planck sur une manip ballon, Archeops, en 12 heures, donc ça c'est les points rouge-marron là. Et puis ça, c'est WMAP 1 an. Donc vous pouvez voir que finalement, en 12 heures, une manip ballon avait fait une sensibilité à peu près équivalente. Ce qu'elle n'avait pas fait, et qui est très important, je pense, pour la suite des événements, c'est que le contrôle des systématiques qu'on peut faire sur une manip ballon est clairement très, très inférieur à ce qu'on peut faire sur WMAP, et je pense que même en multipliant des vols ballons de ce type-là, il est impossible de faire ce qu'a fait WMAP, par exemple. Donc on est sur une démarche qui je trouve assez intelligente, c'est qu'on développe les technologies, on fait avancer les choses avec des manips seuls ou ballons, il y en a toujours beaucoup, en particulier la polarisation dont je vais parler, mais il est probable que les mesures de polarisation très propres pour faire vraiment la physique fine devront être faites en satellite. Alors un mot sur la polarisation. J'ai un petit dessin là qui est dû à Nicolas Pontieux. Donc si je regarde la radiation venant du fond cosmologique dans une certaine direction, mais je m'intéresse aux photons qui ont subi une double diffusion. Donc les électrons ici vont diffuser la radiation. Donc si j'ai une radiation qui est d'intensité égale dans les deux polarisations venant comme ça, je vais donc retrouver ici la polarisation verticale. Donc si je regarde maintenant la radiation qui vient suivant l'autre direction, et s'il a la même intensité, évidemment, je vais trouver un résultat non polarisé sur
après le double scattering. Si je fais quelque chose qui est dipolaire, ça ne va rien changer parce que finalement, au premier ordre, l'intensité plus faible dans ce sens est compensée par l'intensité plus faible, et donc finalement, la polarisation horizontale a la même intensité que la polarisation verticale, et on voit bien qu'il faut un terme quadrupolaire pour qu'effectivement les deux flux suivant la direction verticale étant plus grands que les deux flux sur la direction horizontale, on trouve effectivement une polarisation intrinsèque. Si vous réfléchissez un peu, dans une décomposition en multipôle, il n'y a que le terme quadrupolaire qui donne quelque chose, puisque tous les autres termes, soit impairs, vont donner, pour la même raison que le dipôle, vont donner un bilan nul au premier ordre, et les termes pairs vont avoir des contributions croisées et symétriques en angle qui vont aussi donner une contribution nulle. Donc il n'y a que le terme quadrupolaire qui fait de la polarisation. Donc non seulement on a de l'information qui vient de l'intensité, mais on va avoir de l'information qui va venir de la polarisation. Donc on peut construire un certain nombre de spectres de puissance, soit de la température, soit des différentes composantes de la polarisation. Alors la polarisation, au lieu de la décomposer en paramètres de Stokes, qui sont dépendants du référentiel qu'on prend, comme on va faire ça sur tout le ciel, on fait une autre décomposition. On décompose le champ sur tout le ciel, les composantes polarisées U et Q, on les reprojette et on fait une carte de deux scalaires qui ont des parités différentes, appelées E et B pour des raisons évidentes selon leur symétrie, qui elles sont indépendantes du référentiel. Et ce qu'on peut démontrer, c'est que donc, vous avez maintenant ici de nouveau le fameux spectre avec les pics acoustiques de la température. Vous avez le fameux premier pic ici. Et vous pouvez voir, par exemple, que les termes polarisés sont maximum ici et là, c'est-à-dire là où les termes de vitesse sont maximum. Et en plus, dans cette corrélation, alors ça c'est la corrélation température mode E, vous pouvez voir que les pointillés, c'est les parties négatives, c'est-à-dire qu'il y a corrélation, anticorrélation, corrélation, anticorrélation, et que ça tient, alors je ne sais plus où est le dessin, voilà, il est là. Donc si j'ai une structure qui est en train de s'effondrer, la contribution à la polarisation, elle va venir du fait que, vu de ce point-là, vous avez la matière qui tombe ici et là, puis vous avez la matière qui tombe plus vite ici et là, donc vous avez finalement, le terme quadrupolaire, il vient de l'effondrement. Et donc, la corrélation ou l'anticorrélation, elle vient du fait qu'à un certain degré de développement de la perturbation, en termes de densité, vous allez être soit dans un mode où ces vitesses-là sont positives, soit viennent vers l'intérieur, soit où elles viennent vers l'extérieur. Et c'est ça qui explique cette prédiction très particulière. Et donc, ça vient de ces fluctuations, et c'est une signature très particulière de cette physique qu'on décrit. Vous pouvez regarder directement la corrélation, le spectre de corrélation du mode E lui-même, où vous retrouvez cette fois-ci des choses qui dominent. Alors, les zéros, c'est soit les zéros, ou les termes faibles, les termes en zéro, oui, dus à la densité, comme je vous l'avais dit, et puis il y a les termes où la vitesse devient nulle, et donc c'est ça qui donne finalement ce pattern, qui n'est pas le même que celui de la corrélation du E lui-même. Les modes qui ont l'autre parité, les modes dits B, ne sont pas produits par la diffusion Thomson. Et si on regarde dans la physique de la partie jusqu'à la recombinaison, l'univers primordial, la seule façon de créer ces modes-là, c'est d'avoir des perturbations de la densité au départ, qui ne sont pas seulement scalaires, pas seulement adiabatiques, mais qui ont un mode tensoriel, c'est-à-dire des ondes gravitationnelles, dans l'univers primordial, qui, elles, créent des modes B. Alors évidemment, ça serait bien s'il n'y avait que ces modes B sur le ciel. Le problème, c'est qu'il y a des modes B sur le ciel, d'abord de tous les avant-plans, galactiques, etc. Et puis il y a un autre terme, c'est que la polarisation E, quand elle subit les effets de l'antigravitationnel par les galaxies et les objets qui sont formés après, ça fabrique aussi une certaine composante de mode E qui va être par ici, qui n'est pas dessinée ici. Donc si on veut chercher la partie primordiale des ondes gravitationnelles, qui, comme vous allez le voir, est un des outils très, très importants pour aller regarder la physique de l'inflation, il faut le regarder dans cette partie-là qui n'est pas dominée par la partie, ou retrancher très proprement la partie due au antigravitationnel. Je vais vous faire remarquer aussi qu'entre les modes, ce qui a été mesuré maintenant très proprement par WMAP
Et puis les modes B, vous voyez qu'il y a 5 ordres de grandeur, et ça dépend en plus de l'énergie à laquelle l'inflation se produit, et assez largement, donc ça pourrait être, ça c'est à peu près le maximum qu'il peut y avoir, et c'est pour un rapport d'à peu près 10% entre les modes tensoriels et les modes scalaires. Donc la partie mode B, c'est une partie extrêmement intéressante pour la physique de l'univers primordial. Vous pouvez imaginer facilement qu'elle est très difficile à obtenir. Alors, bon, ça c'est juste une petite explication sur la création des modes B. Les modes E, c'est des modes effectivement qui ont cette symétrie-là, et les autres ont effectivement une symétrie droite-gauche, une asymétrie droite-gauche. Alors, WMAP. WMAP, c'est un satellite qui fonctionne avec des récepteurs de type radio, où on a 2 antennes, tête bêche, qui sont ici, avec un faisceau qui va par là et l'autre faisceau par ici, qui sont séparés par 140 degrés. C'est un satellite qui spin autour de cet axe-là, le Soleil étant typiquement dans cette direction. Et puis cet axe de spin rapide précède lui-même autour de la direction antisolaire. Donc vous voyez qu'on a une vitesse de spin qui est à peu près 2 tours par minute, et puis la précession, elle, se fait à peu près avec un tour par heure. Donc finalement, au bout de quelques heures, on a couvert un tiers du ciel, tous les jours, et puis progressivement, évidemment, alors ce satellite est mis, j'aurais dû le dire, au point de Lagrange L2, donc c'est le point, dans les points en équilibre, dans les points neutres du système Terre-Soleil, hein, il y a le point de Lagrange L1 entre la Terre et le Soleil, et le point de Lagrange L2, il y a 2 autres points de Lagrange de chaque côté. Le point de Lagrange L2, c'est donc celui qui était à 1,5 million de kilomètres à l'extérieur du système Terre-Soleil, et donc pour lequel, si on met les panneaux solaires ici, on arrive à protéger complètement l'instrument de tout ce qui est chaud, c'est-à-dire le Soleil, la Terre et la Lune, de façon à observer. Et donc, au fur et à mesure que l'année s'écoule, tout ce système tourne, et donc on décrit le ciel complètement en 6 mois. Le satellite Planck a exactement le même type de fonctionnement, parce que si on essaye vraiment de se mettre à la fois à l'abri des choses chaudes et de couvrir tout le ciel, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Les bandes qui sont utilisées dans le satellite WMAP, il y a 5 canaux à haute fréquence, entre 22 GHz et 93 GHz. Et alors, l'énergie collectée par ces télescopes est concentrée sur des récepteurs radio, et donc on détecte de façon cohérente, et on amplifie directement le signal à ces fréquences-là, jusqu'à 90 GHz, avec des amplis EMT, High Electron Mobility Transistors, mais qui, eux, ne sont refroidis que passivement. Alors, comme je vous l'ai dit, tout ça c'est à l'ombre, donc ça se refroidit à peu près à 50 degrés Kelvin. Et donc, les récepteurs et le télescope sont à peu près à 50 degrés Kelvin. Donc, la limitation, c'est une limitation de sensibilité qui est liée à cette technique. Et pour chaque canal, il y a évidemment les mêmes canaux sur les 2 voies, les 2 télescopes. Donc, ce qu'on fait à chaque instant, c'est la différence entre le signal venant d'un télescope et le signal venant de l'autre. Donc, c'est une mesure purement différentielle entre 2 points du ciel à 140 degrés, et on reconstitue l'ensemble. Alors, le gros avantage, c'est que toutes les dérives lentes de gains de température, etc., sont enlevées immédiatement. L'inconvénient, c'est par contre que quand on a du bruit basse fréquence sur une des voies, le bruit entre les points du ciel qui ont été mesurés en même temps va être corrélé. Et le grand problème de WMAP, c'est d'évaluer proprement la partie corrélée du bruit, qui évidemment va affecter le résultat sur le spectre de puissance. Le satellite Planck a une stratégie différente qui elle fait une mesure en quelque sorte absolue avec un seul télescope et une ligne de visée qui balaye le ciel en 1 minute. Le pari qui a été fait, c'est au contraire de tenir une stabilité, d'avoir aucun bruit en SURF, aucun bruit basse fréquence sur 1 minute, ce qui est très difficile à obtenir. Gros avantage, si on y réussit, c'est qu'effectivement, on n'introduit pas ce bruit corrélé. Donc il y a eu un débat, je dirais animé, musclé, entre les gens de WMAP et nous, un certain nombre de gens de WMAP disant la manip Planck ne marchera jamais parce qu'on n'aura jamais une stabilité suffisante. Le débat a un peu évolué maintenant parce que, effectivement, c'est quand même probablement la bonne façon de faire l'étape suivante. Bon, alors voilà la carte des fluctuations du corps noir cosmologique telle qu'elle a été établie par WMAP.
Et si Planck marche, il verra la même carte. De ce point de vue-là, l'image du CMB tel qu'il est, elle ne changera pas. On va aller chercher les détails avec un signal sur bruit grand, mais la carte, on la connaît. Donc, c'est un avantage, c'est qu'on sait ce qu'on va observer. Au point de vue des amplitudes, etc., il n'y a pas de surprise. Typiquement, l'échelle d'intensité, c'est à peu près une centaine de microkelvin, entre les points les plus chauds et les points les plus froids. Alors, juste comme ça pour illustration, donc ça c'était les cartes qui ont été sorties à échelle 1 an. Ça c'est le canal à plus haute fréquence, c'est 90 gigas, ça c'est un canal intermédiaire. Le canal à plus basse fréquence est très dominé par les émissions galactiques, comme je vous montrerai plus tard. Ça c'était les manips à 3 ans qui viennent de sortir, et ça c'est les différences, et vous voyez qu'effectivement il y a des effets, c'est des effets assez faibles. C'est pas tellement le signal sur bruit plus grand, parce que vous voyez qu'effectivement il y a des aspects qui tiennent. C'est pas simplement que le bruit est moins grand, on voit bien qu'il y a des effets systématiques qui ont été enlevés, et il y a un gain d'un facteur racine de 3 en bruit. Le gain principal entre les manips 1 an et les manips 3 ans, c'est un traitement du bruit, en particulier du bruit corrélé, des avant-plans galactiques, etc., beaucoup plus raffiné que ce qui a été fait dans les manips 1 an. Alors, les cartes de polarisation, parce que, évidemment, ce qui est nouveau par rapport d'ailleurs à ce qui est sorti, il y a eu très peu d'informations sur la polarisation. Il y avait un résultat en polarisation intéressant du point de vue cosmologique dans les manips 1 an, et sur lesquels ils sont partiellement revenus. C'est-à-dire que c'est pas que les données, ils avaient assez proprement évalué leurs incertitudes, donc les deux ensembles de données ne sont pas incompatibles entre eux, simplement l'autre avait une telle implication cosmologique que les gens se sont rués dessus pour essayer de l'interpréter, et finalement l'effet intéressant a disparu. Je vous en reparlerai, c'est l'effet de la période de rayonisation dans l'univers. Donc vous pouvez voir par exemple que dans la bande K, qui est la bande à 22 gigas, la plus basse fréquence, vous voyez que l'émission galactique est considérable. Vous avez le plan de la galaxie ici, vous avez un certain nombre de grands nuages interstellaires. Vous avez ici une structure qui est bien connue des radioastronomes, le North Polar Spur, qui part vers le pôle galactique, et tout ça est fortement polarisé. Vous ne voyez peut-être pas très bien, mais il y a des petits traits qui indiquent le degré de polarisation dans ces cartes. Et ça, c'est l'émission synchrotron de la galaxie, c'est fortement polarisé. Donc vous pouvez imaginer que si vous essayez de faire à ces fréquences-là le CMB polarisé, vous avez du mal. Donc le jeu, c'est évidemment pas ça, c'est de venir le faire avec ces bandes-là, en extrapolant ce que vous voyez en termes d'émissions synchrotron, ou en termes d'émissions de poussière ici, et on ne voit pas grand-chose, pour essayer de nettoyer ces deux cartes-là de tous les effets d'avant-plan galactique. Donc c'est bien ça qui a été fait. Ce que va faire Planck, c'est de partir au contraire d'une bande à 100 gigas, qui est quasiment la même que celle-ci, et au contraire d'aller vers les hautes fréquences, où on aura beaucoup moins d'ennuis avec le synchrotron, où par contre on aura des fortes contributions de la poussière galactique. Donc ça va être complémentaire. Et les gens de NAP viennent d'obtenir de la NASA d'être prolongés jusqu'au lancement de Planck, avec un argument qu'on partage complètement, qui est de dire que ça va être un excellent complément, quand ils auront marché 8 ans, à très basse fréquence, pour nous aider à enlever la partie synchrotron des données Planck. Donc le résultat sur les différents spectres est là. On voit le spectre sur la température, qui a une excellente précision. On a le point qui est ici le quadrupôle cosmologique, qui est bas par rapport au modèle, mais qui est finalement, il n'est pas de façon scandaleuse, il est un peu plus de 2 sigma. Une grosse amélioration, c'est que les 3 premiers points étaient bas. Celui-ci était encore plus bas, et puis les 2 étaient bas. Ce qui était quand même... Alors les gens ont essayé de commencer à parler d'interprétation de cette déviation par rapport au modèle qui marche si bien ailleurs, y compris en termes de topologie non triviale de l'univers. Tout n'est pas rentré dans le rang. Alors, du point de vue statistique, de toute façon, on ne peut pas attacher une très grande importance à ce seul point, et le fait que les autres points étaient liés à un mauvais traitement du bruit corrélé enlève une des questions. Il y a quelques points bizarres aussi qui sont rentrés dans le rang. Leur stratégie de balayage introduit des effets particuliers à certaines fréquences qui sont partis. La corrélation entre T et E, pour lesquels ils avaient déjà obtenu un résultat sur les basses fréquences avec les données 1 an, vous pouvez voir qu'ici, il y a une détection très claire de TE
ici, marginalement à ces fréquences-là. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que si vous prenez ce point-là, ces deux-là et ces deux-là, je vous montrerai des spectres plus détaillés. Je vous rappelle que donc, les pointillés, c'est les valeurs anticorrélées, que la corrélation-anticorrélation prédite par le modèle de formation des structures sort comme à la parade. C'est quand même assez remarquable, je veux dire. Ces prédictions qui ont été faites il y a assez longtemps, on les trouve, donc cette physique qui a été inventée en disant je prends le modèle quasiment le plus simple et je regarde ce que ça prédit, ça marche quand même extraordinairement bien. Le spectre purement polarisation, corrélation EE, vous avez ici ça, vous voyez qu'ici c'est quasiment pas détecté, et ici ça l'est très marginalement, donc en fait le spectre EE a été détecté cette fois-ci, il l'est de façon marginale et je reviendrai dessus. On est pour la polarisation dans la situation où on était avec la température avant l'arrivée des manips, non seulement WMAP, mais même Boomerang et Maxima. C'est une détection certaine, mais marginale, qui ne permet, avec laquelle on a du mal à faire des choses très précises. Il y a une limite supérieure sur les modes B, qui est ici. Bon, super intéressant, on ne permet pas de faire de la physique de l'univers primordial, mais on n'est pas si loin que ça. Alors, ce qu'on tire d'abord essentiellement de la température, bon, il y a un modèle avec un certain nombre de paramètres qui est la quantité de matière noire qu'il faut mettre, puisque on sait bien que si on met que des baryons, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour fabriquer les galaxies. On sait que dans les galaxies, il y a de la matière qui est non baryonique qu'on voit dans les courbes de rotation. Et on sait aussi que si on fait un modèle de structure sans matière noire, c'est-à-dire sans interaction avec les électrons et les photons, on n'arrive pas à reproduire ça. Donc tous ces modèles sont basés sur une quantité qui est ajustée sur le modèle et qui est une quantité de matière non baryonique à interaction très faible avec ce qui est baryon, lepton, photon. Il y a une certaine quantité de baryons, il y a un certain spectre initial qui est très proche d'un spectre invariant d'échelle, il y a une constante de Hubble, et puis il y a une profondeur optique de la matière ionisée depuis que l'univers a été réionisé. Donc ça, c'est le modèle, disons, c'est les paramètres de base qui permettent, on le sait depuis déjà un certain temps, de faire un excellent feed de ces données. Jusqu'ici, il y a des manips ballons, il y a des manips sols qui donnent des points ici et qui continuent d'ailleurs à prolonger ce spectre. On voit ici le spectre TE, pour lequel finalement le modèle, il n'y a pas de levée de dégénérescence, mais il n'y a pas non plus de contradiction quand on observe TE et T pour ces paramètres-là. C'est assez remarquable. Vous avez ici, je ne vais pas les lire, mais il y a le Ki2 pour... il y a des Ki2 qui sont proches de 1 et donc qui montrent qu'il y a une assez bonne compréhension de ce modèle. Le modèle sous-jacent, vu ce qu'on sait du bruit, est parfaitement compatible. Alors, quand on veut raffiner un peu, on essaye effectivement, dans ces ajustements de paramètres, de regarder ceux qui sont dégénérés. Évidemment, il y a certaines dégénérescences. Alors, il y en a une, par exemple, qui est, ça c'est l'indice du spectre. C'est-à-dire, on part avec un spectre invariant d'échelle, donc avec une pente de 1 dans le P de K. Et puis, on a ici la profondeur optique depuis la réionisation. Alors, on voit bien que si on prend un spectre qui va, au lieu d'être complètement invariant d'échelle, décroît un peu vers les hautes fréquences, ça va ressembler à l'effet de taux qui tend à couper, simplement parce qu'il y a plus de diffusion Thomson, qui tend à couper un peu, parce qu'il mélange les modes, qui tend à diminuer la puissance à haute fréquence. Donc il y a une dégénérescence qu'on voit ici. On a des dégénérations du même genre. Ici, c'est le produit oméga matière H2, et ici, c'est la normalisation totale du spectre. Donc on voit bien qu'il y a aussi une certaine dégénérescence de ces paramètres. Là, l'amélioration par rapport à ce qui avait été fait sur les données un an, c'est le troisième pic qui donne effectivement une réduction significative de cette détermination. Ici, par contre, bien que mesuré avec une précision relativement médiocre, on améliore beaucoup la précision parce que cette fois-ci, cette dégénérescence qu'il y a dans la température est assez largement levée quand on fait intervenir la polarisation. Donc c'est juste une illustration sur un des paramètres cosmologiques de l'intérêt de mettre la polarisation. Alors finalement, les conclusions arrivent à ce stade-là, c'est quoi? C'est que les inhomogénéités sont principalement adiabatiques, que la théorie du développement de ces perturbations dans un cadre d'un modèle qui se développe, comme le dit la relativité générale, est confirmée de façon aussi bonne que possible par les observations. Il peut y avoir des modes
isocourbures ou tensorielles, mais qui joueront un rôle faible au niveau de ce qu'on a regardé. Et puis, on a une bonne estimation de ces différentes composantes, la matière ordinaire, la radiation, qui joue un rôle faible aujourd'hui, mais qui dominait à partir dans toute la phase au-delà d'un rachis à peu près 10 000. Donc, radiation, matière ordinaire, matière non baryonique à faible interaction, dite matière noire, et cette fameuse composante cosmologique. Alors, je devrais revenir, ça je ne l'ai pas dit, mais évidemment, sachant que la quantité de matière baryonique qu'on trouve pour faire cet ajustement est matière non baryonique est loin de faire la densité critique, donc loin de faire un univers euclidien, il faut qu'il y ait une composante autre, et on peut donc calculer qu'est-ce qu'il faut mettre. Il faut mettre à peu près 0,7. Ce 0,7 a été trouvé indépendamment, c'est celui qu'il faut mettre pour expliquer la réaccélération qui est mesurée avec la supernovae. Donc de ce point de vue-là, la détermination, cette détermination de la constante cosmologique, elle ne repose pas que sur les observations, elle est beaucoup plus précise à partir du moment où on met les observations CMB, mais elle repose sur la combinaison à la fois des mesures CMB et d'une part de la mise en évidence de la réaccélération et d'autre part d'une mesure propre de la constante de Hubble, parce qu'il y a une certaine dégénérescence entre la constante de Hubble et la quantité de matière. Donc on a finalement une détermination qui est à quelques pourcents près de ces trois composantes. Une qui est distinguée par le fait que c'est un terme avec une pression négative, c'est l'énergie noire, c'est le terme lambda. L'autre, c'est la matière noire, qui est une composante de matière ordinaire froide, donc non relativiste, et dont on ne sait pas non plus ce que c'est, mais dont on sait qu'elle fait une fraction non négligeable, et qu'elle est non relativiste, et qu'elle est sans interaction avec les photons, dans la période de développement des perturbations, et puis une période de matière ordinaire, dont on trouve, par exemple, la quantité de matière ordinaire qu'on trouve, qui est à peu près 4% en masse, c'est exactement celle qu'il faut pour faire la nucléosynthèse des éléments légers. Donc, toutes les pièces du puzzle s'emboîtent, à condition qu'on mette deux composantes dont on ne connaît pas la nature physique, ce qui est quand même effectivement ennuyeux, mais du point de vue du cadre dans lequel on se place, en tout cas, on n'a pas de contradiction. Donc, effectivement, les questions, c'est la nature physique de la matière noire et de l'énergie noire, c'est est-ce que l'univers est bien passé par une phase d'inflation? Après tout, on trouve finalement un univers euclidien prédit par l'inflation. L'inflation conduit toujours à un univers qui est très très proche d'euclidien, donc on y est. On trouve un spectre de perturbation diabétique qui est celui qu'on prédit, avec un spectre qui est quasiment à invariant d'échelle, qui est aussi celui-ci. Donc évidemment, si on a eu de l'inflation, c'est quelle est la physique de cette inflation liée au problème de l'énergie du vide. Et puis, autre, quels sont les premiers objets et à quel moment ça a été rayonisé, qui est cette affaire de profondeur optique. On peut après aller chercher même des choses qui sont moins standards, qui sortent de ce cadre, qui sont, est-ce qu'on trouve de la non-gaussianité, est-ce qu'il y a une topologie non triviale, etc. Ça a été cherché, et pour l'instant, il n'y a aucune évidence pour ces choses-là dans les données de OGMAP. Si je reviens sur l'inflation, donc effectivement, les physiciens savent bien que la densité d'énergie du vide, si on la calcule à partir de la théorie des champs et de ce qu'on sait du modèle standard, l'ordre de grandeur qu'on trouve est complètement différent, un facteur 10 puissance 120, entre la constante cosmologique qu'il faut mettre pour expliquer ça et ce qu'on peut calculer. Donc les physiciens espéraient que ce serait identiquement nul, qu'il y aurait une bonne raison pour que ce soit identiquement nul. Le problème, c'est que l'ordre de grandeur est complètement faux et c'est pas identiquement nul. Donc ça pose un problème non seulement aux cosmologistes, mais aux physiciens. Et en plus, on voit deux phases d'inflation, puisqu'il y a une autre phase d'inflation. Il y a cette phase d'inflation, l'énergie noire, dont on se demande ce que c'est, et puis il y a eu une phase d'inflation qui a obéi à une physique du même genre, mais donc c'est pas aussi à quel champ ou à quelle physique elle obéit. Alors qu'est-ce qu'on cherche quand on veut maintenant regarder l'énergie noire d'abord? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à regarder en particulier son équation d'état, pour savoir si le rapport pression-densité d'énergie est celui qu'on attend pour un terme de type énergie du vide, donc -1, ou bien c'est un champ scalaire qui, après tout, aura une équation d'état différente, avec une pression négative, mais qui ne serait pas forcément exactement moins ρ. Donc pour l'instant, alors, c'est très facile à lire là, donc le fameux W qui est le rapport P sur ρ, pour lequel, dans un modèle où c'est un modèle de type énergie du vide, on trouve -1, donc -1 c'est ici,
j'arrive même pas à lire, ça c'est moins 1, ça c'est moins 0, moins 0,5, oui, donc c'est entre moins 1 et moins 2. Donc vous avez moins 1 ici, 0 ici, donc ça serait une contribution nulle de la pression. Donc un terme type énergie du vide se trouve ici, et puis ce qui est mis ici, ça c'est oméga matière. Alors, vous avez un certain nombre de cas, je ne vais pas tous les détailler, c'est des combinaisons. On voit WMAP, c'est les contours en noir. Vous pouvez voir qu'ils sont les deux termes d'ailleurs. Alors ça, c'est une fois de plus W et oméga matière, vous voyez que c'était dégénéré. Et vous voyez qu'on peut ajouter finalement d'autres contraintes. Par exemple, ça c'est SDSS, c'est le grand relevé américain de galaxies qui voit la distribution des structures telles qu'elles sont aujourd'hui, et donc qui donne une contrainte supplémentaire. Alors vous pouvez combiner avec d'autres choses, vous combinez avec les supernovae, etc. Donc vous voyez que selon les combinaisons que vous faites, et je ne vais pas m'amuser à les détailler, vous avez éventuellement des choses qui sont plus ou moins bien déterminées. Quand c'est le mieux déterminé, c'est toujours compatible avec moins 1, et on est proche de moins 1. Ceci dit, la précision n'est quand même pas encore terrible, puisque vous avez ici moins 0,5, ici moins 1,5. Vous voyez que vous êtes plutôt typiquement à moins 1 avec une précision qui est de l'ordre d'1%. Alors pour savoir si ces prédictions sur l'énergie noire sont robustes, les gens ont essayé de regarder si on change un certain nombre d'autres paramètres, est-ce qu'effectivement ça change beaucoup. Donc vous avez de nouveau le fameux W, donc on veut savoir s'il est moins 1 ou pas, ici et là, toujours, donc cette fois-ci c'est plus resserré, c'est entre moins 0,8 et moins 1,2, donc vous trouvez à peu près la tâche. Ici c'est par contre la courbure, si l'univers est parfaitement euclidien, c'est ici. En fait, les modèles d'inflation prédisent qu'on n'est pas exactement euclidien. Donc la question est maintenant de chercher au contraire où est-ce qu'on est dans une petite déviation et quelle est la dégénérescence de ces deux paramètres. Ou ici, par exemple, la masse du neutrino. Les neutrinos vont tendre à effacer un petit peu les structures à haute fréquence, à petite échelle, puisqu'ils circulent et qu'ils lavent un peu les fluctuations. Donc vous pouvez voir que même si on change beaucoup, et je reviendrai sur la masse du neutrino, la somme de la masse des neutrinos, plus tard, c'est pour vous montrer quel est le chiffre qui est donné par WMAP, mais vous pouvez voir que finalement, même en changeant beaucoup, ce paramètre-là, la contrainte sur W n'est pas radicalement différente, c'est pas tout à fait horizontal, mais c'est assez horizontal. Vous pouvez voir que par contre, pour la courbure, il y a effectivement un petit effet, mais on est sur des valeurs relativement faibles, qui sont les valeurs typiques sur lesquelles on veut essayer de tester l'inflation. De tester la nature de l'énergie noire. Alors maintenant, si je passe à l'inflation, pour l'inflation, ce que les gens veulent essayer de tester, c'est si on décrit donc le potentiel du champ qui a conduit à l'inflation, on veut essayer de contraindre la forme de ce champ. Donc, et on veut contraindre aussi, pardon, donc ce rapport, il est lié, donc pour un potentiel qui est en phi puissance alpha, il va être lié effectivement à cette valeur de alpha. Et puis l'autre terme qui va être intéressant, c'est le spectre des fluctuations qui émergent de l'inflation. Donc le point intéressant, c'est que ces deux termes sont liés dans les modèles d'inflation, et que la question que se sont posées les gens de WMAP, c'est effectivement, est-ce qu'ils arrivent à contraindre ça? Donc ils ont pris un certain nombre de modèles. Alors vous pouvez voir que le modèle du spectre purement invariant d'échelle est ici, là. Et un certain nombre des exemples de potentiel inflationnaire sont là. Et dans ce diagramme R, donc le rapport, je suis perdu, excusez-moi, NS, pente du spectre d'inflation, on peut chercher à savoir quelle est la contrainte qui est donnée par WMAP. Alors, ça, c'est les contours qu'ils ont obtenus pour un certain nombre de choses, en utilisant soit WMAP seul, soit en combinant avec SDSS, soit en combinant avec des manips à plus haute fréquence, sur des manips sol et des manips pôle sud, par exemple ici, soit en combinant d'ailleurs avec des relevés, des affaires des mesures de lensing. Dans tous les cas, la première chose qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas moyen de contraindre beaucoup, même avec les combinaisons de ce genre. On peut se dire qu'on est juste, on approche du moment où on va pouvoir commencer à contraindre
la physique et le potentiel d'inflation, du champ d'inflation qu'on veut mettre dans le modèle. Je dois vous signaler, et sans que je sois capable de vous donner beaucoup de détails, que les cercles d'erreur ici ont été discutés par un certain nombre de gens et que depuis que ces résultats sont sortis, les gens de WMAP reconnaissent en plus la taille de ces barres d'erreur a été effectivement sous-estimée et qu'elle est plus grande que ça. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ça ne change pas radicalement, mais ça change par... la taille des barres d'erreur augmente à peu près à un sigma par un facteur 2. Qu'est-ce que ça veut dire non running, la phrase suivante? Alors, non running, ça veut dire que ça, c'est un spectre, une pure loi de puissance, et c'est l'indice de la loi de puissance du spectre de fluctuation. Et les modèles d'inflation prédisent éventuellement aussi que le spectre n'est pas une pure loi de puissance, mais que, alors donc, ce qu'on décrit en général, c'est avec une deuxième, c'est qu'on décrit un terme de dérivée de la pente en fonction de l'échelle. Alors ça, c'est ce qui vient derrière. Je vais peut-être sauter par-dessus ça et venir directement à ça. Donc, ce qu'on a ici et que vous avez probablement beaucoup de mal à lire, c'est que ça, c'est le DNS sur D log K, donc c'est la façon dont l'indice du spectre de puissance des fluctuations qui sont sorties de l'inflation change avec la fréquence spatiale. Donc ça, c'est cette dérivée, et ça, c'est toujours le paramètre R, et vous voyez que c'est assez peu contraint. Vous avez donc, j'ai beaucoup de mal à le lire, vous avez quand même 0 qui est ici, donc c'est compatible avec 0, mais il y a une certaine indication pour une certaine courbure. Je ne veux pas insister trop là-dessus. La conclusion, moi, que j'en tire, c'est qu'on approche du moment où on va pouvoir faire ça. Mais je vais vous montrer maintenant les effets systématiques, pour terminer. Je ne vais pas commencer par ça, je vais commencer par les résultats, mais je vais vous montrer contre quoi ils se sont battus avant de sortir ces résultats pour que vous fassiez une idée. Et les évaluations des barres d'erreur sont quand même beaucoup les barres d'erreur statistiques, en faisant l'hypothèse qu'ils ont enlevé tous les effets systématiques, et on sait que dans un certain nombre de cas, c'est pas vrai. Donc en fait, ces barres d'erreur sont quand même d'une manière générale sous-estimées. Juste vous montrer rapidement ça. Ça, c'est la masse la somme de la masse des neutrinos en fonction de la normalité. Donc c'est aussi un petit diagramme de corrélation pour voir dans ces paramètres comment ça se passe, la normalisation du spectre. Et vous voyez donc que la somme de la masse des neutrinos, c'est à peu près inférieur à 1 électron-volt dans... alors il y a diverses combinaisons. WMAP tout seul, ça donne 2 électron-volts. La meilleure combinaison, c'est les données de Large-Scale Structure et les supernovas et le CMB. Pour l'instant, ça donne 0,68 avec un niveau de confiance de 95%. Un mot sur la rayonnisation. C'est de la cosmologie plus astrophysique, mais très intéressante. C'est quand est-ce qu'on apparu les premiers objets, quand est-ce que l'univers s'est rayonisé. Vous avez ici WMAP 1 an. Donc c'est la probabilité que la profondeur optique depuis la rayonisation soit cette valeur-là pour les données telles qu'ils les avaient. Donc pour WMAP, il y avait un maximum, le centre de cette tranche ici, c'était 0,17. Et 0,17, c'était à peu près le double de ce qu'on attendait dans les modèles astrophysiques. Donc c'est ça qui a fait couler beaucoup d'encre. Les gens ont eu l'impression que c'était effectivement la première preuve qu'on voyait d'avoir une population dite 3 d'étoiles, une population d'étoiles qui précède les galaxies. Alors que le modèle où on voit à l'heure actuelle les premières galaxies et les quasars, etc., dit que ça doit être à des redshifts, typiquement au lieu d'être à des redshifts proches de 20, à des redshifts de l'ordre de 6 ou 7, et que ça donne plutôt à peu près 0,1. WMAP 3 ans est ici. Donc vous voyez effectivement que ça fait une différence notable. Vous voyez aussi que la valeur la plus probable aujourd'hui n'était pas exclue si on accepte un écart de sigma. Donc ils prétendent qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Effectivement, ce qu'ils ont fait, c'est changer leur estimation de leurs erreurs systématiques, et en particulier de leur bruit corrélé. Et c'est ça qui a fait ça. Ils ont aussi beaucoup mieux fait leurs avant-plans. Et ça, c'est un autre effet systématique. Les affaires d'avant-plan sont très difficiles. Et on savait, nous, on a écrit des papiers après les données Archeops pour dire que ça s'appuie sur les données polarisées. Ils avaient considéré que la polarisation des poussières était complètement négligeable dans leur affaire, et que dans le papier qu'ils ont écrit il y a 2 mois, ils disent qu'effectivement, c'est pas négligeable, c'est pas dominant, mais c'est pas négligeable. Alors le genre de choses auxquelles on peut jouer, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus, c'est que dans l'histoire de la réionisation, ça c'est le redshift, et ça c'est le degré d'ionisation. Donc on voit qu'on part d'un univers complètement neutre qui se rayonise, et on peut avoir des histoires de réionisation, par exemple avec des doubles pics.
Ça, c'est l'apparition des galaxies, et puis ça pourrait être la population 3. Et toute l'idée, c'est de distinguer avec ce genre de choses. Donc on peut voir les spectres, par exemple, le C2L, qui est prédit pour différents modèles de ce type, et on voit que si on arrive à faire des choses suffisamment précises, en particulier sur la polarisation, on peut réussir à lever ces dégénérations. Je termine sur les effets systématiques. Vous avez ici le spectre de puissance de L1 à quelques centaines, tels qu'ils sortent, avec simplement par fréquence. 22 gigas, 30 gigas, jusqu'à 60 ici. Et puis ça, c'est le EE qu'on cherche et sur lequel vous avez vu les barres d'erreur finales. Donc vous pouvez voir que entre ce niveau-là et puis ce qui sort à ces fréquences-là, vous avez un nombre d'ordre de grandeur non négligeable à gagner. Donc évidemment, vous ne pouvez pas faire le travail à 22 gigas, c'est pas ce qu'ils prétendent. Ils utilisent le 22 gigas pour nettoyer en particulier le 60 et le 40, et ils utilisent ceci, où il faut quand même nettoyer par à peu près un ordre de grandeur avant d'obtenir le résultat. Donc c'est juste une illustration visuelle que je trouve frappante, et vous voyez que si vous voulez faire un mode B le plus haut qui soit, par rapport à ça, vous avez à gagner des facteurs qui sont encore pires. Ça, c'est juste une autre illustration, c'est en fonction de la fréquence, cette fois-ci, pour différentes tranches en fréquence spatiale, en fonction cette fois-ci des différents canaux, de 20 gigas jusqu'à 90 gigas, et vous voyez effectivement qu'on voit un spectre qui n'est pas du tout, donc c'est exprimé en température, donc si c'était la partie cosmologique, ça serait plat, et vous voyez effectivement que ça a beaucoup plus une allure de spectre de type synchrotron, donc à toutes les fréquences, vous êtes dominé en fait par le spectre synchrotron. Bon, alors ça c'est la même chose ici, vous voyez les fréquences, vous voyez la galaxie avec la partie synchrotron ici, la partie poussière, et puis les modes qu'on cherche. Ça, c'est en supposant qu'on a nettoyé 95% de l'émission des poussières, et là 80% de l'émission du synchrotron. Donc, illustration de la difficulté du problème. Alors voilà, quand même, la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est celle-ci, et puis les cartes poussière, émission de la matière ionisée par rayon Röntgenstrahlung synchrotron, et CNB. Donc il faut faire l'exercice de séparer tout avant d'arriver à ça. Les cartes brutes, vous les avez vues, on voit le plan galactique et les grands nuages interstellaires extrêmement bien. Ça, c'était les cartes d'intensité. Alors j'en viens à la polarisation. Pour faire une modélisation de la polarisation, il faut avoir un modèle du champ magnétique. Donc les gens sont basés sur ce qu'on voit dans les galaxies extérieures, où le champ magnétique suit les bras spiraux. Et ils ont fait un modèle où, dans notre galaxie, il y a un champ magnétique à grande échelle qui suit les bras spiraux et qui se renverse au-dessus du plan et en dessous du plan. C'est ce que les radioastronomes prétendent depuis un certain nombre d'années. Et ils ont fait une prédiction sur l'amplitude du mode polarisé en fonction de ça. Donc ça, c'est le modèle, et ça, c'est la carte. Et je dois dire, pour avoir travaillé sur le champ magnétique dans la galaxie, etc., que je suis extrêmement surpris que ça marche aussi bien. En fait, le champ magnétique galactique est finalement extrêmement bien organisé, ce qui est un peu surprenant, je trouve. Mais c'est ce que disent les données. Donc, c'est ce modèle qui est utilisé pour enlever la partie polarisée du synchrotron, et le même champ magnétique va organiser les grains interstellaires. Bon, je ne peux pas vous montrer celui-là, c'est des choses un peu du même genre. Il y a un certain nombre de tests qui ont été faits sur lesquels je ne veux pas détailler, mais ils ont regardé des choses qui, par exemple, on n'est pas censé voir de corrélation entre T et B, et vous voyez effectivement que c'est zéro avec l'estimation du bruit. Il n'y a absolument pas d'excès par rapport à l'estimation du bruit. EB doit être nul, il est nul. Et BB, il n'est pas censé être nul, mais pour l'instant, on ne voit rien. Et c'est pas surprenant, on ne s'attend pas à avoir quelque chose à ce niveau-là. Donc, de ce point de vue-là, c'est une assez bonne réflexion. Quand on regarde composante par composante, on découvre des choses bizarres qui sont détaillées dans leur papier. Par exemple, on trouve un excès dans le spectre EE. Il y a le modèle égal 7, le modèle égal 5, et le modèle égal 9 qui sortent et qui sont dus à une mauvaise soustraction d'effets galactiques liés à leur stratégie de balayage, et ils n'ont pas réussi à s'en débarrasser, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ils ont identifié un certain nombre d'effets systématiques qui restent, qu'ils n'ont pas réussi à enlever, qui sont faibles, mais qui sont encore là.
Donc pour terminer, je vous remonte ces fameux spectres que je vous ai montrés plusieurs fois, température TE mode B, en fonction de la fréquence spatiale. Donc WMAP sensibilité, c'est là. Sensibilité de Planck, c'est ici. On va gagner un facteur de l'ordre de 30. Et si on veut faire proprement les modes B, je ne vais pas détailler ça, clairement, il faudra encore une génération de plus pour gagner ces facteurs-là, à condition qu'on arrive à se persuader qu'on arrivera à enlever les avant-plans galactiques à ce niveau-là, ce qui est tout sauf prouvé. Et je pense qu'on ne le saura pas tant que Planck n'aura pas volé. Mais, alors, je vais simplement vous dire où on en est avec Planck, qui sera l'étape suivante. Alors, l'objet qui est en train de refroidir à Orsay, c'est ça, donc c'est le détecteur qui est dans le plan focal de Planck, avec les cornets qui ramènent la radiation sur les bolomètres. Donc la différence, c'est qu'on détecte avec des bolomètres à 100 millK par rapport à des détecteurs radio à 50 K. Donc clairement, la sensibilité est meilleure par un facteur presque 100. Toute cette boîte ici est à 4K. Et puis à l'intérieur, c'est une poupée russe avec un étage à 1,6K où il y a les filtres, et puis un étage à 100 millK où il y a les détecteurs. Ça, c'est juste pour... Donc ça, c'est le modèle de vol tel qu'il est, avec tout le dispositif pour le tester. Ça, c'est la platine à 2 Kelvin, qui fait à peu près un peu plus d'1 mètre de diamètre, qui était celle sur laquelle on avait testé ISOCAM, d'ailleurs, il y a un certain nombre d'années. On voit un peu mieux ici l'ensemble du dispositif et l'instrument tel qu'il va voler. Je ne vais pas vous détailler les sensibilités, je voudrais juste vous dire une chose, c'est que les sensibilités qui ont été calculées, qui vous disent sur le ciel qu'on va obtenir à peu près 2 microkelvin RMS sur les cartes en température, elles sont basées sur l'hypothèse qui avait été faite au départ qu'on allait être limité par le bruit de photons du fond cosmologique, qui domine à ces fréquences-là. Ce qu'on a mesuré, pour l'instant, c'est que les détecteurs sont en dessous, significativement en dessous du bruit de photons du fond cosmologique. Donc on a réussi à fabriquer une manip qui va être limitée par le bruit de photons jusqu'à 3 mm, ce qui n'était pas gagné d'avance. Donc de ce point de vue-là, on a la sensibilité sur les détecteurs. Évidemment, ces détecteurs ils sont refroidis par un système à 100 millikelvin. Donc si on veut avoir cette fameuse stabilité sur 1 minute, il faut non seulement que les détecteurs aient le circuit de lecture, n'aient pas de bruit en 1 sur F, depuis 10 mHz jusqu'à 100 Hz, qui est à peu près notre fréquence d'échantillonnage, mais il faut aussi que la stabilité de température y soit. Alors voilà, ça c'est les mesures qu'on a faites sur la stabilité de température. Vous avez ici 10 mHz, 100 Hz ici, et vous avez le spectre de puissance des fluctuations de température. Vous avez peut-être du mal à voir la ligne, elle est là. C'est 50 nanokelvin par racine de Hertz. Dans une large mesure, c'est dominé par le bruit du thermomètre, c'est-à-dire que c'est plus bas que ça. Donc, on a réussi à faire un système qui a une stabilité qui était extrêmement difficile à atteindre et qui laissait beaucoup de gens sceptiques, de 50 nanokelvin par racine de Hertz. C'est lié à une combinaison de système actif et de système passif. Le système passif étant dû... D'abord, le système à dilution, c'est le système qui a inventé Alain Benoît, mais le système qui donne la stabilité, c'est un filtre passif d'olmium-yttrium qui a une résonance à 100 millK de capacité calorifique, d'abord un facteur 1000, et qui nous permet d'avoir une constante de temps de plusieurs heures sur ce système. Donc ça, c'est juste pour terminer une illustration. Quand on passe de WMAP sur le spectre à Planck, voilà ce que ça fait. Vous voyez que le bruit explose ici et que là, on peut aller jusqu'à 2500. Et puis ça, c'est des illustrations sur des facteurs qui sont les fameux facteurs, le NS ou le Running Index pour l'inflation, pour vous dire que si on fait la différence entre 0,95 et 1, vous avez la différence que vous cherchez ici et vous avez les données de WMAP ici, et vous voyez que c'est difficile à extraire, et vous avez ce qu'on obtiendra avec Planck, avec cette sensibilité-là. Donc ça, c'était pour le NS, et ça, c'est pour le DM sur des log K, donc le Running Index, c'est-à-dire la courbure du spectre de puissance, même chose. Donc là, on fixe le NS et on introduit, c'est la différence entre un pur spectre de puissance et un spectre qui a ce genre de variation. Une fois de plus ici, les barres d'erreur comme vous l'avez vu sur les résultats, très difficile de fixer ça avec WMAP, par contre, vous le voyez avec Planck. Voilà, donc je m'arrête là. Le rendez-vous est en 2010 pour les résultats de Planck.
analyse la répartition d'intensité, on la développe en multipôle, et on fait le cycle de puissance. Voilà. Alors, par contre, ce qui a beaucoup été fait avant, c'était de travailler directement sur le spectre de puissance. Alors, comme on est obligé d'enlever des morceaux, en fait, on n'a pas tout le ciel, parce qu'on est obligé d'enlever galaxies, etc. Il faut effectivement, pour faire proprement le spectre de puissance, avec un masque bizarre, il faut faire pas mal de Monte Carlo, il y a des effets systématiques qui sont introduits par ça, etc. Ce que les gens de WMAP ont fait maintenant, après, c'était de faire leur comparaison des prédictions des modèles. Ils ont fait ça directement sur les statistiques des cartes, plutôt que de passer par le spectre de puissance. Et ils disent que ça... Fluctuation diabétique. La fluctuation diabétique, ça veut dire qu'en gros, on suppose qu'on est sorti de l'inflation avec des fluctuations, disons, de température, de ce fluide à très haute température, et qu'on a la composition en termes de particules. Notre modèle a une température donnée, mais tous les types de particules fluctuent comme l'équilibre thermodynamique. C'est rattaché au Big Bang. C'est rattaché au Big Bang. Bah oui, si tu veux. Il ne prend pas du tout. C'était vraiment dans ton exposé, mais est-ce que tu pourrais juste récapituler précisément le travail physique auquel on va avoir accès avec Planck et auquel on n'a pas accès avec WMAP? Bah, je pense que alors, ceux auxquels on va avoir accès, si on prend d'abord dans ce qui est le plus... les choses sur la réalisation, par exemple, pour prendre quelque chose qui est plus la cosmologie astrophysique, on devrait être capable de non seulement dire quelle est la profondeur optique jusqu'à la réalisation, mais de contraindre fortement une réalisation à 2 étapes, par exemple. Il y a des simulations qui ont été faites qui montrent qu'on contraint fortement la population 3, par exemple. Du côté de la cosmologie primordiale, on va contraindre très fortement le NS, le spectre, et le running index, donc la courbure, et on va pouvoir comparer ça avec les modèles d'inflation. Donc, selon les potentiels d'inflation, on va être capable d'exclure au moins des classes de modèles d'inflation. Ça, c'est une des choses qu'on devrait pouvoir, qu'on pourra faire. Sur l'énergie noire, même chose, on va pouvoir contraindre fortement, par exemple, l'équation d'état. Beaucoup plus qu'elle l'est aujourd'hui. Et si j'en crois les physiciens théoriciens, effectivement, on a besoin de précision beaucoup plus grande pour restreindre significativement les classes de modèles. Parce que pour l'instant, le nombre de classes de modèles qui sont compatibles avec ça, c'est encore extrêmement grand. Donc, le dernier point, c'est que si effectivement les modes B sont aussi hauts, c'est-à-dire si effectivement, c'est une question de durée de l'inflation, s'il y a eu des ondes gravitationnelles qui sont générées, et à un certain moment, les modes adiabatiques se couplent forcément avec la gravité, donc on les génère automatiquement, c'est une question de temps. Donc c'est une question de durée de la phase d'inflation, et donc de l'énergie à laquelle elle se termine. Les modèles les plus optimistes, qui mettent ça à peu près au moment de la grande unification, sont accessibles avec Planck. Donc on pourrait marginalement essayer d'attraper ça. C'est l'extrême limite de ce qu'on peut faire. Le lancement est prévu pour quand? Alors, le lancement est prévu pour début 2008. Ariane 5. Ariane 5. Donc nous on livre les instruments, là, on est en train de tester, on va livrer au milieu du mois de juillet. Et donc il faut 1 an et demi, plus d'1 an et demi pour intégrer ça sur le satellite, faire tous les tests intégrés et faire la campagne de lancement. Si j'ai compris, donc Planck, c'est essentiellement un sentiment d'avantage technologique par rapport à WMAP. Apparemment, il y a pas mal de bagarres à faire sur le traitement des données, et à quel moment est-ce qu'il faudra plutôt avancer sur le traitement des données plutôt que sur la technologie? Alors le moment où il faut avancer sur le traitement des données, c'est déjà maintenant. Il y a des gens effectivement qui sont en train de commencer à faire ça, et on fait ça par simulation, en essayant de voir si on a vraiment les outils pour traiter ça. Il y a des problèmes, par exemple, pour ces affaires de bruit corrélé. Bon, évidemment, ce qu'on veut, c'est la matrice de corrélation du bruit sur la carte. Regardez le nombre de pixels qu'on va avoir avec Planck, c'est un objet manipulable. Donc il faut trouver, par exemple, des méthodes. Ça, c'est utile pour les bas L, ça ne sera pas utile pour les hauts L. Donc on est en train d'envisager, par exemple, des méthodes d'analyse qui découpent les hauts L et les bas L et qui ne les traitent pas de la même façon. Sur les avant-plans, on ne va pas avoir affaire aux mêmes avant-plans. On va avoir affaire, évidemment, le rayonnement synchrotron, il continue, mais il va être très bas pour nous. Donc une correction qu'on va faire probablement très bien. Par contre, on va avoir les poussières galactiques
qui elles sont polarisées et qui vont nous créer un problème beaucoup plus sérieux. L'avantage, c'est qu'on a plus de résolution, et donc nos avant-plans seront mesurés avec une résolution plutôt meilleure que la carte CMB, ou aussi bonne, alors que le problème du WMAP, c'est que l'avant-plan synchrotron est très bien mesuré, mais il est mesuré avec le canal à 20 Go qui a un demi-degré de résolution, et ils essayent d'enlever ça d'une carte CMB qui a 12 minutes de résolution. Donc c'est pas idéal. Donc les problèmes vont pas être au même endroit. C'est évidemment bien meilleur, et le bruit, là ils sont beaucoup limités par le bruit quand ils essayent d'enlever les effets systématiques, etc. Le problème, effectivement, c'est qu'on va chercher à aller, en gros, 30 fois plus bas. Donc, aller 30 fois plus bas sur les effets systématiques et les avant-plans, c'est évident que ça ne va pas être très bien. Et donc, la question se pose de savoir si ça a un sens d'envisager une génération de plus. La seule façon de gagner, vu qu'on est au bruit de photons, c'est au lieu d'avoir 4 détecteurs par voie, c'est d'en avoir 4000. Hein. C'est en gros ce qui est envisagé, c'est-à-dire faire des grandes matrices de bolomètres, que les gens sont en train de fabriquer, mais qu'on n'a toujours pas. C'est la seule façon de gagner le facteur 30 supplémentaire, c'est de multiplier par 1000 le nombre de détecteurs. On ne va pas multiplier par 1000 le temps d'intégration, donc... Mais ça, c'est pas sûr que ça a un sens en termes d'avant-plan. On saura quand on aura essayé. Le facteur 30 est aussi sur les températures du fond cosmique. Oui, oui, c'est ça. C'est à peu près ça le facteur qu'on a. Bon, merci.